Alors, ils ont osé l'avenir avec un incroyable projet d'équipement portable de détection du choléra. Ils sont allés le défendre au concours iGEM à la prestigieuse université du MIT, dont ils sont revenus avec une médaille d'or. Je vous demande d'applaudir le projet SnapLab. Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, professeur Louis je suis. Et le cours d'aujourd'hui portera sur de la biologie de la planète Terre, troisième planète du système solaire comme vous le savez. Souvenez-vous de l'organisation du royaume du vivant que nous avons vu la semaine dernière. Sur Terre, il y a plein d'organismes différents. Des bactéries, des virus, des champignons, des animaux, des humains. Et comme je vous l'ai mentionné, ils ont des tailles complètement différentes. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que certains micro-organismes peuvent intégrer d'organismes un petit peu plus gros. Par exemple, une toute petite bactérie peut infecter un humain, et ceci va provoquer une maladie en conséquence. Et c'est exactement ce qu'il se passe pour le choléra. Alors, bien que les terriens aient fait des efforts faramineux pour pouvoir éradiquer cette maladie, ils n'ont pas réussi et la maladie continuait de se répandre. Et avant de pouvoir organiser et soigner le métabolisme humain, il était nécessaire de pouvoir détecter l'indésirable micro-organisme qui était responsable d'une si terrible maladie. Aujourd'hui, je voudrais donc vous présenter le travail d'un groupe de terriens, autonomé iGEM Grenoble-Alpes, qui s'est attelé à la détection du Vibrio cholerae chez un humain infecté du choléra, et ceci au début du dernier millénaire. Cette équipe, composée en deux équipes, l'une partie en charge de la partie ingénierie et l'autre de la partie biologie. Et c'est grâce à cette pluridisciplinarité qu'ils ont réussi à créer un kit portable de détection du choléra, SnapLab. Alors ne pensez pas que c'est juste un simple kit, parce qu'il utilise un téléphone portable et une application pour contrôler toute l'analyse. Alors vous devez vous demander comment c'était possible à l'époque. Eh bien, la première chose dont ils devaient faire, c'était avoir une grande connaissance de la bactérie qui était responsable justement du choléra. Et c'est ce qu'ils ont fait. La première partie de notre projet était d'en apprendre plus sur la bactérie responsable du choléra, Vibrio cholerae. C'est pourquoi nous avons réalisé une étude bibliographique afin d'en apprendre plus sur cette bactérie. Le choléra est une maladie contagieuse, infectieuse, entérique à caractère épidémique. Il est estimé chaque année entre 1,3 et 4 millions de cas, causant entre 21 000 et 143 000 décès à l'échelle mondiale. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, 98% des cas de choléra sont localisés en Afrique. De plus, depuis avril 2017, une épidémie sévère de choléra s'est déclarée au Yémen et cause en ce jour plus de 300 000 cas. L'épidémie au Yémen continue de se répandre et reste sans contrôle. Parlons un peu plus de la maladie. Au début de l'infection, il n'y a pas de symptômes apparents. Entre 12 heures et 72 heures après le début de l'infection, une colonisation progressive de l'intestin se met en place par la bactérie pathogène. Cette colonisation progressive entraîne l'apparition des premiers symptômes, qui sont les vomissements et les diarrhées. La quantité d'eau perdue par le patient entraîne une déshydratation sévère pouvant causer sa mort. Nous avons remarqué que la moitié des cas de choléra restent asymptomatiques. C'est pourquoi la mise en place d'un diagnostic est importante. Il ne faut pas croire que Vibrio cholerae est constamment pathogène. Il tient sa pathogénicité de l'intégration de l'ADN d'un petit bactériophage, le bactériophage CTX. Comme cette intégration est directement liée à son pouvoir pathogène, nous avons décidé d'en détecter un petit fragment.
Afin de choisir une cible adéquate, nous avons réalisé un travail de bioinformatique. Le principe de notre kit est de détecter un petit fragment d'ADN spécifique à l'aide d'un système de plasmide détecteur. Nous avons recherché un fragment d'ADN allant de 20 à 60 paires de bases et spécifique du CTX. Nous avons étudié 4 gènes, RST-A, RST-R, ACE et CEP, et testé les coupures afin d'obtenir un fragment de bonne taille. Le meilleur résultat que nous avons obtenu est la coupure du gène RST-A avec l'enzyme de restriction ALU1. Un fragment de 39 paires de bases a été obtenu et les tests de spécificité nous ont permis de confirmer que ce fragment était spécifique du CTX. Alors maintenant qu'ils ont établi la séquence à détecter, il est très important de voir comment ils ont réussi à isoler cette séquence physiquement. En théorie, la première partie de la détection consiste en l'extraction de l'ADN de Vibrio cholerae. En pratique, pour des raisons de sécurité, nous avons pratiqué nos protocoles d'extraction sur des bactéries de type Escherichia coli, comme celles qui abritent nos intestins, et manipulé des oligos synthétiques similaires à des parties non dangereuses du génome de Vibrio. La séquence d'intérêt est isolée du reste du génome de la bactérie par clivage enzymatique. De petites protéines ciseaux vont couper la cible. Puis, les 2 brins d'ADN sont séparés l'un de l'autre grâce à une augmentation de la température. C'est l'étape de dénaturation. Ainsi, la séquence cible simple brin est maintenant prête à être détectée. Maintenant qu'ils ont détecté la cible, il est important de savoir comment ils ont créé ce biologique détecteur. La première partie du détecteur est un plasmide, donc un ADN circulaire double brin, qui porte un gène codant pour une protéine fluorescente rouge, un gène résistant à un antibiotique, et 2 sites de restriction proches et uniques, EcoR1 et XBA1. Grâce à eux, le plasmide est ouvert par double digestion, dans le but d'insérer une sonde. La sonde est cette partie d'ADN double brin d'environ 100 paires de bases. Nous avons designé cette sonde de façon à ce qu'elle soit délimitée par les 2 sites EcoR1 et XBA1, de façon à s'insérer parfaitement dans le plasmide. De plus, la sonde porte 4 nouveaux sites de restriction, BMT1, BGL2, NTBSPQ1 et NBBTS1. Ainsi, 4 digestions successives vont permettre d'activer la sonde. Dans un premier temps, les 2 enzymes double brin, BMT1 et BGL2, dont les sites sont très proches, vont être responsables de l'ouverture de la sonde. Dans un second temps, les 2 enzymes simple brin, NTBSPQ1 et NBBTS1, vont couper de part et d'autre de la nouvelle ouverture. Des bouts du brin d'ADN du dessus sont alors éliminés. Le détecteur est nettoyé de tous ces brins qui ont été découpés et nous pouvons voir une fenêtre apparaître dans le détecteur. Une partie d'ADN simple brin au milieu du plasmide double brin. Et cette séquence simple brin a été pensée pour être parfaitement complémentaire de la séquence à détecter. Ainsi, si la séquence cible est présente dans l'échantillon analysé à la base, elle va venir s'insérer dans la fenêtre et se lier au brin d'ADN du dessous. Le plasmide est alors complètement recircularisé, permettant sa transformation, c'est-à-dire son transfert, dans des bactéries compétentes. La bactérie va alors utiliser les gènes du plasmide pour résister à l'antibiotique présent dans le milieu et produire de la protéine fluorescente rouge. A l'inverse, si la séquence cible n'est pas présente dans l'échantillon analysé, alors le plasmide reste incomplet. Il ne peut donc pas être transformé. Les bactéries ne vont pas produire de fluorescence et elles vont mourir à cause de leur non-résistance. Au final, un tube fluorescent rouge indique que l'échantillon analysé à la base contient un gène du bactériophage CTX responsable du choléra. À ce stade, une question persiste. Comment ont-ils fait pour détecter la fluorescence de manière efficace? Donc maintenant, je vais vous parler de comment détecter la fluorescence s'il y a un cas de choléra. Donc la détection de fluorescence à proprement dit se compose en 2 étapes. Donc la première étape, c'est l'excitation du tube qui contient nos bactéries fluorescentes à l'intérieur
avec du plasmide. Alors, pour leur permettre d'émettre de la fluorescence, il faut les exciter à l'aide d'une lumière d'une longueur d'onde bien précise. Nos gènes de fluorescence rouge doivent être excités à 555 nanomètres. Pour cela, nous avons placé une lampe, une source de lumière blanche, suivie d'un filtre vert, qui permet donc d'exciter nos bactéries. Cette combinaison nous permet d'avoir un signal de sortie plus puissant que si nous avons utilisé des classiques diodes. La seconde étape est de capturer l'émission, c'est-à-dire la lumière émise par le tube qui contient nos plasmides fluorescents. Comme vous pouvez le voir, pour cela, nous utilisons un téléphone. Alors, le principe d'utiliser un téléphone, c'est de pouvoir directement traiter l'image que nous avons obtenue, car nous prenons en photo ce tube, au lieu d'utiliser d'autres dispositifs pour traiter l'image. Donc, comme nous traitons de la fluorescence, il faut respecter quelques règles. D'abord, l'environnement de tout le système doit être aussi noir que possible. C'est pour ça que nous avons imprimé un kit en 3D complètement noir qui enferme tous les composants. La deuxième règle, c'est qu'il faut, pour éviter tout bruit, que la lampe, l'échantillon et la caméra du smartphone forment un angle droit. Enfin, pour capter uniquement la lumière émise par le tube, il faut utiliser de nouveau un filtre, mais cette fois-ci un filtre rouge à 584 nanomètres. Vu que le tube est trop près de la caméra, nous avons placé une lentille entre les deux. Il est alors possible de prendre une photo, et pour traiter la photo, comme je vous l'ai dit, nous utilisons un smartphone. C'est pour ça que nous avons décidé de créer une application Android qui permet d'automatiser toute cette étape de détection. Un membre de notre équipe a donc codé l'application que nous avons nommée SnapLab. Grâce à cette application, l'ensemble de tout le procédé de toute la détection est automatisé. Mais revenons à tout ce qui est traitement d'image. Pour traiter l'image, nous avons décidé d'additionner tous les pixels de la photo que nous prenons de la fluorescence. Grâce à cela, nous obtenons un nombre qui est relié à l'intensité lumineuse de notre photo et donc à la fluorescence. Mais en effet, la première réelle étape, c'est de passer de la photo couleur à une photo en noir et blanc. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que chaque pixel d'une photo en couleur contient 3 valeurs. Son niveau de rouge, son niveau de vert et son niveau de bleu. Et le problème à cela, c'est qu'il est difficile d'additionner ces pixels. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre premièrement la photo en noir et blanc, dont cette étape permet d'associer à chaque pixel une unique valeur, compris entre 0 et 255, et donc, selon les niveaux de gris. Et donc, nous avons pu additionner ces valeurs de pixels pour obtenir un nombre. Et à la fin de cette étape, nous avons pu dire que nous avons quantifié la fluorescence. Mais pour vraiment l'évaluer, donc plus que la quantifier, il a fallu la comparer à un seuil. En effet, la fluorescence est une grandeur sans unité qui n'a pas de sens réel seul. Donc nous avons cherché un nombre pour le comparer, un nombre qu'on appelait seuil, et ce nombre nous a permis de dire qu'en dessous de cette valeur, le patient que nous traitons n'est pas atteint de choléra, mais qu'au-dessus de cette valeur, le patient est atteint de choléra. Et les voilà avec le résultat de l'analyse. Mais l'analyse ne s'arrête pas là, ils doivent analyser ces données pour pouvoir mieux asservir la population. Donc nous avons cherché un moyen, tous ensemble, de pouvoir donner à un plus grand nombre de personnes ces résultats, car nous espérons qu'à la fin, SnapLab soit capable d'aider à repérer les foyers infectieux du choléra et, dans les meilleurs cas, aider les instances médicales à se rendre sur place pour pouvoir soigner la population. Donc nous avons créé une base de données qui contient tous les diagnostics faits par notre kit SnapLab et qui permet de donner en temps réel les informations. C'est pour cela que sur l'application, les utilisateurs pourront retrouver des histogrammes contenant tous les cas positifs et négatifs, mais aussi visualiser sur une carte du monde l'ensemble des cas positifs effectués par notre kit SnapLab. Toutes ces idées ont donc été implémentées et assemblées dans un kit portable. Voyons voir comment il a été modélisé, ainsi que son fonctionnement pratique. Comme vous pouvez le voir, le kit est séparé en deux parties, la colonne d'extraction d'ADN et le kit de détection SnapLab. La colonne d'extraction d'ADN a été conçue pour faciliter l'extraction des séquences d'ADN du choléra. Elle est faite en plusieurs étages, indépendants les uns des autres. Chaque étage est rempli avec les différents réactifs qui seront nécessaires pour l'extraction, et chaque étape est réalisée par une rotation mécanique d'un étage par rapport à un autre. L'échantillon est d'abord mélangé à de l'eau, puis passe à travers un filtre de 22 micromètres, afin de ne garder que les particules les plus petites. Ce filtrat est ensuite lysé et passe par une membrane de silice,
Alors que la solution passe à travers la membrane, la silice permet de garder les séquences d'ADN qui seront utilisées ultérieurement. Au même moment, les enzymes lyophilisées sont resuspendues grâce à une solution de resuspension. Ainsi, le dernier compartiment est prêt à accueillir les séquences d'ADN du choléra qui sont collectées par de l'eau qui passe à travers la membrane de silice. Le dernier compartiment est ensuite inséré dans la deuxième partie du kit afin de réaliser la coupure enzymatique. La deuxième partie du kit maintient la température de la solution à 74 degrés pendant 1 heure et les séquences d'ADN sont ensuite pompées pour une utilisation ultérieure. La seconde partie du kit est en effet la plus importante et la partie principale. Elle contient tout l'équipement nécessaire pour réaliser l'analyse sur le terrain. Ainsi, elle permet plusieurs fonctions. Premièrement, ce boîtier contient le circuit de contrôle de la température, c'est-à-dire le module Peltier et le circuit d'amplificateur opérationnel qui permet de maintenir la température dans le compartiment principal du kit entre 0 degré et 74 degrés. Deuxièmement, le kit contient également le système optique qui est utilisé pour réaliser la détection de fluorescence. Ce système contient la lumière blanche qui passe à travers un filtre d'excitation vert. La lumière verte permet d'exciter l'échantillon et les protéines fluorescentes contenues dans l'échantillon émettent en retour de la lumière rouge qui est captée par l'appareil photo du smartphone à travers un filtre rouge et une lentille convergente. Enfin, le kit contient également les push-seringues qui sont utilisées pour gérer les transferts de fluide pendant les différentes étapes de l'analyse. Ces push-seringues fonctionnent avec des seringues remplies au préalable par l'utilisateur avec les différents réactifs qui seront nécessaires pendant l'extraction. Ces push-seringues sont reliées à une carte Arduino, elle-même reliée par liaison Bluetooth au smartphone. Voilà comment se passe une analyse. Une fois que l'étape d'extraction d'ADN a été réalisée et que les séquences ont été pompées dans la deuxième partie du kit, le tube contenant les plasmides que nous avons conçus est inséré dans le boîtier. Un premier pouce-seringue permet d'ajouter les séquences d'ADN que nous avons prélevées grâce à la colonne d'extraction d'ADN dans le tube. Et une seconde pompe est activée pour ajouter des bactéries à cette solution. On réalise ensuite une transformation bactérielle en chauffant la solution grâce à un module Peltier de 0 degré à 42 degrés, très rapidement. Si la séquence et le plasmide correspondent, alors on observe une hybridation du plasmide qui permet par la suite la transformation bactérielle. Pour vérifier que la transformation a bien eu lieu, une nouvelle seringue permet d'ajouter le milieu de culture à la solution, pendant que le module Peltier maintient la température dans le compartiment principal à 37 degrés Celsius. Après 1 heure, on ajoute à la solution des antibiotiques et de l'IPTG. Les antibiotiques permettent de sélectionner uniquement les bactéries qui ont intégré le plasmide, alors que l'IPTG permet d'augmenter la production de protéines fluorescentes. Après 2 heures, on peut enfin prendre une photo de l'échantillon pour réaliser l'analyse de fluorescence. Le smartphone prend une photo de l'échantillon ainsi excité, et cette photo est traitée afin d'en extraire une valeur numérique qui sera comparée à un seuil, et c'est ce qui nous permet de réaliser le diagnostic. Et compléter leur kit, ils ont. Bon, passons à la dernière partie du cours. Durant ce projet, il est très important de mentionner que cette équipe s'est rendue compte à quel point il était important de prendre en compte des questions non scientifiques, comme l'éthique et les sciences humaines. La science a toujours soulevé beaucoup de problèmes et de questions au cours du progrès et du développement des nouvelles technologies. Qu'importe les thématiques de ces questions, qu'elles soient sur la philosophie, l'éthique, les sciences humaines et sociales ou la sécurité, elles doivent être prises en compte de manière aussi importante que les questions scientifiques. Et pour cause, la science ne serait rien sans la société. La société évolue au cours des années, tout comme la science. Mais en fait, ce sont les attentes de la société qui créent de nouveaux besoins technologiques, amenant ainsi le développement de nouvelles technologies. Le problème avec ces nouvelles technologies, incluant SnapLab, c'est qu'elles doivent être remises dans leur contexte réel pour pouvoir mieux assimiler quelles sont les questions qui sont en jeu. Dans ce contexte, iGEM Grenoble-Alpes a eu à cœur de réfléchir sur ces questions très importantes pour pouvoir construire un projet viable et puis qui puisse servir aux intérêts de leur société. Utilisant des organismes génétiquement modifiés,
Ils ont dû s'assurer que le kit était imperméable et qu'il ne puisse pas fuiter quelque matière que ce soit aux environnements. De plus, vu que les OGM n'étaient pas un sujet très apprécié des terriens à l'époque, ils ont dû faire un sondage pour pouvoir mieux apprécier les inquiétudes de la population terrienne. Et d'ailleurs, ils ont organisé une conférence sur la biologie synthétique pour pouvoir mieux donner d'informations à la population et puis aussi de leur expliquer quels étaient les enjeux des OGM. De plus, ils manipulaient des bases de données et des données sensibles des patients. Ils ont donc dû s'assurer de la confidentialité des données. Et pour cela, ils ont aussi fait un sondage permettant de recruter quel type d'informations seraient prêtes à donner les terriens. Et de ce fait, ils ont pu adapter l'analyse en tout début du procédé, savoir quelles questions poser aux habitants et aussi leur expliquer qui aurait accès à ces données, ce qui est très important. Dans l'ensemble, ce que vous devez retenir de ce cours, c'est qu'avec un petit peu de créativité, pratiquement tout est possible. Et même si c'est un cours de biologie et de sciences, il ne faut pas négliger les aspects non scientifiques. Remettre son projet dans son contexte est essentiel pour pouvoir mieux apprécier les besoins de la population et de les informer de ce qui est en jeu. Je crois qu'il est l'heure et du coup, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin. Et un dernier petit message de l'équipe terrienne à IGEM Grenoble, c'est de remercier tout le soutien qu'elle a eu, les experts scientifiques sans qui le projet n'aurait pas pu être réalisé, les professeurs qui les ont soutenus tout au cours du projet, et bien évidemment les sponsors sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour. Alors merci à vous tous pour leur soutien. Bonjour. J'ai une question sur la cible. Vous avez choisi ici le choléra pour développer un test de diagnostic, c'est intéressant. Mais ça peut vraisemblablement être généralisé à plein d'autres pathogènes. Est-ce que c'est envisagé ou vous en êtes? En fait, c'est exactement ça. Le détecteur, il peut être pensé pour n'importe quel organisme. Après, faut prendre en compte la quantité d'ADN que l'utilisateur a la possibilité d'extraire. On a choisi le choléra parce que la charge en fait, bactérienne dans les selles du patient sont très élevées. Je pense que si on recense un peu les maladies où il y a justement un nombre une charge bactérienne ou virale ou quoi que ce soit qui est assez importante, ce type de système pourrait être tout à fait utilisable. Donc nous, on n'a pas développé encore de détecteur pour d'autres pathogènes, mais ça peut être une possibilité. J'aimerais savoir ce que vous avez rencontré comme difficulté principale. Déjà, on ne pouvait pas vraiment manipuler le choléra en laboratoire, donc ça c'était la première difficulté. Donc toute la partie extraction était théorique. Donc, il y a eu des tests qui ont été faits pour la purification, etc., les rendements, mais on n'a pas pu la faire réellement avec des échantillons contaminés, évidemment. Sinon, la plus grande difficulté c'était le temps, parce que juste la partie scientifique, on l'a faite sur 3 mois pendant l'été, et 3 mois en laboratoire, c'est rien. Donc on s'est retrouvés vraiment, on a fait des belles journées, quoi. Pour vous donner une petite anecdote, on a réussi notre première détection du choléra la dernière semaine d'août. Donc en fait, on devait rendre les laboratoires fin août, donc on a terminé pile à temps pour mettre en évidence la preuve de concept. Il faut savoir d'ailleurs que quand on a choisi d'aider ce projet, on n'avait aucune garantie qu'ils arriveraient au bout et qu'ils en feraient quelque chose, quoi. Mais ils ont osé l'avenir. Oui, j'ai une question. Bravo déjà, parce que vraiment, je suis très très impressionnée par tout ce que vous avez présenté. Je vais les avoir entre le moment où vous faites le prélèvement et le moment où vous avez le diagnostic. Ça
prend combien de temps? Alors, il faut savoir que sur les systèmes standards, le gold standard, c'est de la culture d'un échantillon pour mettre en évidence justement le choléra dans cet échantillon. Ça prend entre 24 et 48 heures. Donc, pour justement un diagnostic, c'est assez difficile. Nous, sur la partie uniquement détection, on a réussi à la faire en 7 heures. Donc, c'est relativement rapide. Après, sur la partie extraction, vu qu'on n'a jamais réussi à la faire de A à Z, on ne saurait pas réellement estimer, mais ça dépasserait largement pas le temps nécessaire. Par rapport au gold standard, on serait bien inférieur, je pense. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir quelle va être la suite à ce projet? La suite, en fait, c'est vraiment une recherche dans le cadre du concours pour alimenter en fait des bases de données pour plein d'étudiants. Alors, la suite du projet en lui-même, il sera peut-être repris par la future équipe iGEM Grenoble ou pas. Et en fait, toutes nos informations, les informations principales sont récoltées dans les bases de données du concours. Et donc, une autre équipe pourrait peut-être reprendre le projet pour l'amener un petit peu plus loin. Mais il n'y a pas la volonté de produire quelque chose, de commercialiser, C'est pas en fait le but du concours n'est pas du tout dans le cadre de l'entrepreneuriat et donc pour l'instant ce n'est pas quelque chose qui est envisagé. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est fait dans le cadre de ce concours iGEM est open source, donc tout ce qu'on fait ne nous appartient pas entre guillemets. Voilà. Des contraintes. Partager toutes les informations à toutes les autres équipes et toutes les personnes qui pourraient. Il n'y a pas de dépôt de brevet. Non. Merci beaucoup. Je vous propose de les applaudir encore très chaleureusement. Bravo.